Informer et former, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal. Ouvrons cette actualité en ce qui concerne l'Église. L'accès aux Écritures est désormais en train de progresser dans les mondes. Selon un rapport de l'Alliance biblique universelle, l'accès aux Saintes Écritures continue de s'étendre à travers le monde. C'est ce que révèlent les derniers rapports statistiques publiés par l'Alliance biblique universelle, dont l'Alliance biblique française est membre. Selon ces documents rendus publics le 8 mai dernier, du première traduction des textes bibliques ont été achevés en 2025 dans 66 langues, permettant à près de 32 millions de personnes d'accéder pour la première fois à la Bible à leur langue maternelle. Au 1er janvier 2026, environ 7,6 milliards de personnes disposent d'au moins d'une partie des Écritures dans leur langue. Toutefois, 123 millions de personnes n'avaient encore accès à un texte biblique sur les 7393 langues recensées dans le monde. 4121 possèdent désormais une traduction partielle ou complète des Écritures, soit 55,7% des langues existantes, tandis que 3272 langues restent encore sans traduction. L'Alliance biblique universelle affirme poursuivre ses efforts avec ses partenaires enfin d'élargir l'accès aux Écritures et de répondre aux besoins des milliers de communautés linguistiques qui attendent encore une traduction de la Bible dans leur langue, enfin de permettre la propagation de l'Évangile. Toujours dans les contextes de l'Église à Chicapa, une semaine de formation consacrée à la gestion chrétienne de la vie, soit GCV en cycle, s'est clôturée après 3 jours d'enseignement et d'échanges organisés en date du 29 au 31 mai 2026. Cette session a réuni plusieurs fidèles autour des principes de gestion inspirés de valeurs chrétiennes. À l'issue de travaux, les responsables de cette activité ont partagé leurs impressions, adressé ainsi leur bilan lors de cette rencontre au micro de François-Xavier Léja, coordonnateur de la cellule de communication de l'association du Kasaï oriental. Mes impressions sont les meilleures d'abord parce que le travail que l'association du Kasaï Ouest a abattu en comparant avec le travail qui s'était passé l'année passée 2025 pour les 4 mois, cette fois-ci on peut comprendre que les gens ont le souci d'aller plus loin que jamais. C'est pour cette raison-là, nous sommes descendus pour donner des instructions, pour faire la restitution des séminaires que nous avons eu venant aussi des États-Unis d'Amérique, la conférence générale, de la division. Quand nous sommes descendus pour renforcer, n'est-ce pas, la force et la puissance que nous avons pu remarquer. Les impressions sont bonnes. Pourquoi? Parce que vous pouvez remarquer que depuis que nous sommes venus, les gens sont toujours là, en train de suivre tout ce que nous prêchons, tout ce que nous parlons. Les gens sont toujours là. C'est pour cette raison que nous partons avec confiance que tout ce que nous avons donné comme enseignement, les gens ont retenu et les choses vont marcher et il n'y aura jamais d'échec. Nous croyons avec Dieu tout est possible. Nous avons dit aux gens qu'il faut faire des choses. Il faut aller. Aller pour faire quoi? Prêcher l'évangile. Il faut donner. Donner pour faire quoi? Pour soutenir l'évangile. C'est ça ce qui doit caractériser l'église de Jésus-Christ, aller et donner. Dieu, notre Dieu est un grand Dieu qui mérite respect, qui mérite d'être honoré. Et alors, pour cela, nous, du côté de la trésorerie, nous agissons comme des diacres. Le pasteur de l'évangélisation, l'évangéliste va sortir pour proclamer la bonne nouvelle, faire entrer à l'église les nouveaux convertis. La GCV va leur enseigner de comment est-ce qu'ils peuvent gérer leur bien et gérer leur vie vis-à-vis de la relation qu'ils ont avec leur vie. Et ainsi, ils vont amener leurs moyens et leurs biens à l'église. Et nous, la trésorerie, nous sommes chargés de gérer, collecter ces biens, les garder dans des lieux sécurisés, parce que nous devons les sortir en termes
en termes de salaire pour appuyer l'évangélisation des pasteurs. Et aussi, nous devons sortir cet argent-là pour organiser des campagnes d'évangélisation, des voyages missionnaires et toutes ces choses-là. C'est ça notre rôle. Et c'est pourquoi nous insistons que ce qu'on donne à Dieu, on doit le donner avec respect. Donc ça doit être dans une enveloppe. Ça c'est mon champ. L'Union du Congo de l'Ouest, dirigée par le docteur Grégoire Mbaya Mbaya, a une vision. Et cette vision, elle veut que pendant ces 5 ans, que le Seigneur a voulu lui donner cette charge, ensemble avec nous, il nous a orientés pour avoir une grande vision. Quittons les Kasaï Centre, retour à Kinshasa pour parler d'une retraite spirituelle de prière. L'église adventiste du 7e jour des Djelombinza organise une retraite spirituelle en date du 6 au 7 juin 2026 au quartier Kibwinza, au site principal de chez le ministre Pierre Lumbi, dans la commune de Mongafula. À savoir, le point de départ est prévu à l'église adventiste de Djelombinza, située au quartier Top Top sur l'avenue Kimpe dans la commune d'Ingalema, où les bus seront mis à la disposition de toute personne voulant participer à ces assises. Le point de départ est prévu à 15 heures juste, à savoir le transport, les logements et la restauration sont totalement gratuites. Placé sous le thème Tundisama, tiré du livre de Marc 6:31, le pasteur Rantz Ikundi conduira ces moments forts des prières. Ainsi, l'église adventiste des Djelombinza invite toute personne ou amoureux de la prière à pouvoir participer à ces assises qui iront en date du 6 juin au 7 juin 2026. Quittons les contextes de l'Église. La RDC franchit une nouvelle étape dans les renforcements de partenariats économiques internationaux. La PCSC et la société américaine Virtus Co. LLC en cycle ont signé à Kinshasa un mémorandum d'attente visant à promouvoir les investissements stratégiques dans les secteurs miniers, soutenir les projets structurants, les mobiliser de financement en faveur du développement socio-économique du pays. Une initiative qui traduit la volonté de deux parties de consolider leur coopération au service de la croissance de l'attractivité de la RDC. Jeudi 4 juin 2026, au siège de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi de conventions de collaboration, la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre la PCSC et la société américaine Virtus Co. LLC. Spécialisée dans les travaux géologiques et d'exploitation minière, Virtus Co. LLC met en son expertise au service de projets destinés à soutenir la mobilisation des investissements et le développement du secteur minier. À travers ces partenariats, les deux parties entendent promouvoir les activités d'exploitation géologique et minière en République démocratique du Congo et favoriser le développement de projets à fort impact. Pour Maître Freddy Odichembo, directeur général de la PCSC, cet accord s'inscrit dans la dynamique du renforcement de la coopération économique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique et vise à faciliter la matérialisation des investissements portés par Virtus Co. LLC. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir M. Phil Brown et Virtus, qui est une entreprise de droit américain qui a acquis chez MAF. Nous venons, en tant qu'APCSC, établir aujourd'hui une relation de travail, un cadre de collaboration, de coopération avec ce partenaire pour accompagner leur investissement. Et nous allons le faire dans le respect de l'écosystème qui est déjà établi. Nous allons coopérer, collaborer avec tous les ministères, tous les secteurs, tous les ministères sectoriels, toutes les parties prenantes de ce paysage, de cet investissement très stratégique et très important. Tout ce que nous voulons, c'est nous rassurer que cet investissement qui procède, n'est-ce pas, du deal américain pour lequel son Excellence, Monsieur le Président de la République, a travaillé d'arrache-pied, de jour et de nuit, nous voulons nous rassurer que cet investissement donc continue
et suit son cours normal, sans entrave et sans obstacle. Et tel est notre engagement aujourd'hui en tant qu'APC, c'est de faciliter en concert avec les autres institutions impliquées le succès de cet investissement pour le bien-être du peuple et de la coopération entre les États-Unis et la RDC. De son côté, Philippe Brown, directeur général de Virtus CO LLC, a réaffirmé l'intérêt de son entreprise pour la RDC et sa volonté de contribuer à travers des projets stratégiques à la valorisation du potentiel minier du pays et à son développement socio-économique. Il y a 3 ans, j'ai été séduit par cette opportunité de venir travailler au Congo. Je sais que le challenge étant difficile, j'ai quand même eu le courage de venir et d'échanger la perception de la RDC à travers le monde. À court terme, on va maintenir les emplois au Congo, travailler sur les différents projets de la mine de Chenaf, Étoile et Mutoshi, et voir comment on peut améliorer le quotidien des Congolais. La signature de ces mémorandums d'attente marque une nouvelle étape dans la promotion des investissements stratégiques et le développement de projets miniers structurants au bénéfice de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, le ministre des Finances, Doudou Famba, Likunde Libotaye, a lancé le travaux de construction du futur siège de la Direction générale des douanes et assises DGDA en cycle sur le boulevard du 30 juin, financé par les gouvernements. Cet immeuble intelligent des 20 niveaux dont l'achèvement est prévu dans 24 mois vise à moderniser l'administration douanière, renforcer la mobilisation des recettes publiques et accompagner la transformation numérique des services de l'État. La gratitude est une de ces œuvres qui permettent de maintenir la flamme de la solidarité dans une société qui se veut vivante. Ainsi, j'ai saisi l'occasion offerte par ce moment particulier pour renouveler ma profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'opportunité qui m'a été offerte de participer à l'œuvre grandiose de la reconstruction de notre cher et beau pays dans ce contexte particulier où nous faisons face à une agression externe. À cet instant précis, permettez-moi également de rendre hommage et exprimer la profonde gratitude du gouvernement à l'endroit des cadres et agents de la Direction générale des douanes et assises pour leur dévouement, leur abnégation, leur détermination sans faille, qui a permis une mobilisation accrue des ressources publiques en 2025, classant cette administration financière à la tête des efforts de services qui ont été consentis par le ministère des Finances en matière de mobilisation de recettes. Parlons de l'éducation. Le jeudi 4 juin 2026, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raïssa Maïlou, a procédé au lancement officiel de l'examen national des fins d'études primaires INAFEP en cycle depuis l'Institut Mokengeli dans la commune de Lemba à Kinshasa. Cette édition 2026 mobilise plus de 2,35 millions de candidats, dont 48% des filles à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les épreuves se sont poursuivies jusqu'au vendredi 5 juin 2026. Sens élevé de responsabilité que je procède ce jour au lancement officiel de l'épreuve nationale de fin d'études primaires édition 2026. Sous le leadership de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, l'éducation demeure l'un des leviers majeurs de justice sociale, d'égalité des chances et de construction nationale. À travers la gratuité de l'enseignement primaire public et la prise en charge des candidats par le gouvernement, notre pays réaffirme une conviction claire. L'éducation n'est pas un privilège, mais un droit et une responsabilité collective. Chers élèves, la nation vous regarde aujourd'hui avec confiance. Votre présence dans ces centres d'examen témoigne de votre discipline, de votre courage
et du travail accompli tout au long de l'année. Abordez ces épreuves avec calme, concentration et honnêteté. Faites confiance à ce que vous avez appris. La réussite véritable se construit dans l'effort, le sérieux et le mérite. Je m'adresse particulièrement aux filles. Votre place est à l'école. Votre réussite à l'ENAFEP doit vous permettre de poursuivre votre parcours scolaire. La République a besoin de filles instruites, confiantes, compétentes et capables de prendre toute leur part dans l'avenir national. Ma pensée se tourne également vers les enfants qui passent leurs examens dans des conditions difficiles. Ceux qui sont affectés par les conflits, les déplacements forcés, la maladie. Partout où se trouve un enfant congolais, son droit à l'éducation doit être protégé. Je voudrais remercier tous les gouverneurs de province et toutes les autorités qui s'impliquent et se démènent pour que nos enfants passent les épreuves certificatives dans les mêmes conditions sur l'ensemble du territoire national. Sur ce, au nom du gouvernement de la République et conformément aux attributions qui me sont conférées, je déclare officiellement lancée sur toute l'étendue du territoire national l'épreuve nationale de fin d'études primaires édition 2026 et je vous remercie. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, a effectué une tournée d'inspection afin de s'assurer du bon fonctionnement de services de l'État et à la présence effective des agents à leur poste de travail. Il a également rappelé l'obligation de neutralité politique qui s'impose dans l'administration publique. Faisons suite au rappel des instructions légales et réglementaires portant sur le statut des agents publics de l'État lancé par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Les agents et fonctionnaires de l'État ont répondu présents à leur service comme à l'accoutumée. Lorsque tout le monde est dehors, les marchés sont ouverts, les enfants sont à l'école, les hôpitaux fonctionnent, les fonctionnaires sont là, en effectif complet. Bon, la ville est plus que vivante. Dans le but de faire le suivi du respect des dispositions légales et réglementaires, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a effectué la ronde dans différentes administrations. Partout où il est passé, le responsable des ressources humaines de l'État a constaté l'observance des dispositions relatives à la normalité et à l'apolitisme par les agents et fonctionnaires de l'État qui avaient le cœur à l'ouvrage. J'ai fait la ronde de presque toutes les administrations et je me suis rendu compte que tous les fonctionnaires, sans exception, ont affiché effectif complet. Les fonctionnaires ont compris que l'État ne peut pas s'arrêter. Ils ont aussi compris que, en somme, c'est eux qui aujourd'hui incarnent l'État. Quand hier on parlait des villes mortes, les villes étaient mortes. Mais aujourd'hui, vous avez vu, ceux qui ont fait la ronde ont vu que les gens sont sortis pour vaquer à leurs occupations. C'est le cas des fonctionnaires de l'État. Même constat à la direction de la paie où les agents publics de l'État étaient à la tâche pour garantir le traitement des dossiers en vue d'assurer le paiement des agents et fonctionnaires de l'État dans le délai. Et nous sommes soumis à un calendrier qui nous est imposé. Chaque mois, on doit payer les fonctionnaires, en commençant par les militaires, les policiers, les enseignants. Donc nous n'avons pas du temps à perdre. Et dans le cadre des audiences sans rendez-vous, dénommé Farafara, effectué chaque mercredi, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao était à l'écoute des préoccupations des agents et fonctionnaires de l'État pour des solutions idoines aux problèmes posés. Et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR en cycle et les Burundi ont clôturé la deuxième réunion de la commission tripartite consacrée à la gestion du retour volontaire des réfugiés. Au terme des 10 jours des travaux, le parti ont réaffirmé leur engagement à renforcer la coopération régionale, la réintégration durable des stratégies de rapatrier et l'assistance humanitaire avant de procéder à la signature du rapport final et à l'adoption de plusieurs recommandations techniques.
On dit entre experts, la deuxième réunion tripartite République démocratique du Congo au commissariat pour le réfugié Burundi s'est clôturée ce jeudi 4 juin à Kinshasa. La cérémonie officielle a été coprésidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Luko de la République démocratique du Congo et le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique du Burundi, Léonidas Ndaruzaniye. La cérémonie s'est déroulé en présence de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale F. Bazaïba, de la vice-ministre de l'Intérieur et décentralisation Eugénie Tchela, du représentant du Haut-Commissariat pour les réfugiés en République démocratique du Congo, Pierre Atchom, ainsi que de plusieurs autres personnalités. Dans un contexte régional marqué par des mouvements massifs des populations à l'est de la République démocratique du Congo, cette rencontre des hauts niveaux a permis d'adopter une lecture partagée du processus des rapatriements des réfugiés vivant dans les deux pays. À l'issue des travaux axés sur le retour volontaire et facilité de ces populations, plusieurs recommandations cruciales du groupe de travail technique ont été formulées, notamment intensifier l'enregistrement individuel des réfugiés congolais dans les camps, sites et centres de transit en les couplant à une collecte systématique de leurs intentions de retour. Renforcer l'appui à l'éducation des enfants réfugiés congolais vivant au Burundi et des enfants retournés en RDC, notamment par les plaidoyers en faveur de l'extension des infrastructures scolaires, l'intégration progressive des enfants retournés dans les écoles couvertes par la gratuité de l'enseignement en RDC et la coordination entre le service éducatif burundais et congolais pour assurer la continuité pédagogique. Intensifier le rapatriement volontaire de réfugiés burundais vivant en RDC vers le Burundi dans des conditions de sécurité et de dignité avec l'appui des deux gouvernements et du HCR. Tout en saluant la tenue de ces assises, le HCR s'est engagé à accompagner activement les deux gouvernements dans la mise en œuvre de ces résolutions. De son côté, le ministre burundais de l'Intérieur a chaleureusement remercié la République démocratique du Congo pour sa parfaite collaboration transfrontalière et l'accueil réservé à ses compatriotes. Mesdames, Santé en RDC, les autorités sanitaires s'éveillent rassurantes face à l'épidémie d'Ebola. Boudibougou, invité du briefing de presse aux côtés du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katimwe, le ministre de la Santé publique et Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, a présenté ce jeudi 4 juin 2026 l'état réel de la situation sanitaire 20 jours après l'annonce officielle de l'épidémie en République démocratique du Congo. Il a fait le point sur l'évolution de la maladie, les mesures des ripostes engagées et la perspective des contrôles de cette urgence de santé publique. En Ituri et donc dans les provinces qui sont touchées, au total, nous sommes à 381 cas cumulés. Cela veut dire depuis le début de la riposte, depuis que nous avons commencé à tester, avant même l'annonce du 15, donc tous les cas que nous avons eus avant qu'on a testé, jusqu'à ce jour d'aujourd'hui, nous sommes à 381 cas, donc nous ne sommes pas à 1000 cas comme on disait, nous ne sommes pas à 900 cas, nous sommes à 381 cas. Sur les 381 cas, nous avons 63 personnes qui sont décédées. Alors ça, ce sont deux chiffres qui sont importants parce que ça nous donne le taux de décès. Vous vous rappelez que je disais au début que Ebola Bundibugyo tue moins que Ebola Zaïre, qu'on était entre 30 et 50%, alors qu'Ebola Zaïre tue 80%. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes à moins de 17% de létalité. Alors c'est important parce que quand on regarde par exemple la province du Nord Kivu, où on a eu 19 cas, 13 décès, on voit que si on prend en charge rapidement les gens, on diminue sensiblement le taux de décès. Et donc c'est très probablement le fait que ces cas-là ont été pris en retard, qu'ils n'ont pas été communiqués, qu'on a eu autant de décès proportionnellement dans le Nord Kivu. Donc, nous sommes à 381 cas d'Ebola confirmés,
nous sommes à 63 cas de décès confirmés d'Ebola. Actuellement, dans nos centres de santé, on est autour de 233 patients qui sont hospitalisés, soit pour être isolés en attendant les tests parce qu'ils sont très suspects, soit parce qu'ils sont réellement malades. Donc voilà à peu près les chiffres en termes de nombre de provinces touchées et en termes de... Et en Ituri, pour clore ces actualités face à la résurgence de l'épidémie d'Ebola en Ituri, les efforts des ripostes s'intensifient. Les autorités provinciales et leurs partenaires multiplient les initiatives pour contenir la propagation de la maladie et protéger la population. Dans cette dynamique, le soutien logistique de la MONUSCO a été au cœur d'une rencontre tenue ce jeudi 4 juin 2026 entre James Wan et Johnny Luboya Kashama, gouverneur de la province de l'Ituri, afin d'évaluer et de renforcer la réponse sanitaire dans la province. Dans une déclaration lue devant la presse en Ituri, le chef de la MONUSCO a réaffirmé l'engagement des Nations Unies dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans cette partie de la République démocratique du Congo. L'appui logistique ainsi que la sécurisation du personnel soignant figurent désormais parmi les principales priorités de la mission onusienne afin de soutenir la riposte sanitaire et de limiter la propagation de la maladie. La MONUSCO appuie la réponse conduite par le gouvernement dans le cadre de son mandat et de ses capacités, en étroite coordination avec l'OMS, OCHA et les autres partenaires des Nations Unies. Notre rôle est celui d'un facilitateur opérationnel, notamment en appuyant la logistique, la mobilité et l'accès des équipes de riposte, ainsi que l'acheminement des fournitures et équipements médicaux, en particulier dans les zones où l'insécurité et l'éloignement créent des défis supplémentaires. La MONUSCO travaille en étroite collaboration avec les FARDC, aussi bien sur le plan sécuritaire que dans le cadre de l'urgence sanitaire décrétée en Ituri. C'est ce qu'a assuré les gouverneurs de la province, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny. Dans les zones difficiles, je reparle encore de Boulé. Nous travaillons ensemble avec notre secteur, nous organisons, nous planifions les opérations. Et en ce qui concerne aussi Mongwali, aujourd'hui nous sommes en train de projeter. Nous avons déjà projeté une force là-bas. Nous avons le GMI qui est parti. La MONUSCO est en train de nous suivre pour protéger non seulement les populations, mais protéger aussi le personnel médical. Protéger le personnel médical et protéger aussi les centres de traitement. Donc voilà les dimensions dans lesquelles nous sommes en train de travailler avec la MONUSCO, main dans la main. Mais au demeurant, tout ce que nous planifions, nous le planifions ensemble parce que vous savez qu'il y a une mutualisation entre la MONUSCO et nous. Il convient de rappeler que grâce à l'appui de la MONUSCO, plus de 23 tonnes d'équipements médicaux ont déjà été acheminés à Bunia. À ceci s'ajoute la dotation des jeeps, des motos par le gouvernement central à travers le ministère de la Santé sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est par cet élément de santé que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Si vous aviez apprécié, dites un grand merci à Claude Kaja, Jordi Chami et derrière la caméra, il y avait Leader Kelenda ainsi qu'à la réalisation ainsi qu'à la régie, il y avait Richard Kapuku ainsi que Héritier Kizola. C'était Pierrette Ngoï Conquiche à la présentation. Rendez-vous prochainement pour les nouvelles éditions. Au revoir.